Donc, c'est avec plaisir que j'ouvre cette journée. Je tiens d'abord à faire des remerciements. Je remercie les organisateurs, donc l'équipe française, qui sont des gens que je connais bien, que j'apprécie, que j'affectionne, Christian, Martial et Stéphanie. Je remercie également Geneviève Sicotte et son équipe à la fois très efficace et très aimable. Et le public, je trouve nombreux en cette matinée. Voilà. C'est avec beaucoup de plaisir aussi que je suis ici aujourd'hui, parce que c'est rare que je partage avec des gens de chez moi les recherches que je mène en France depuis quelques années. Et donc, j'ai quelques précisions à apporter sur la communication comme telle. Donc, ma communication s'accompagne d'un PowerPoint qui, à certains moments, est assez illisible. C'est à quelque part voulu, donc c'est un niveau de lecture, en tout cas. Il y a également un exemplier, donc toutes les citations, je ne les lirai pas. Donc, il faudra redoubler d'efforts une fois de plus. Et mon texte, voilà. Je tiens à préciser également que j'ai changé de titre, puisque c'est une des habitudes d'un colloque, donc je fais comme il faut. Donc, mon titre, ma communication va s'intituler « Commerce et circulation de marchandises et d'idées, la piraterie dans tous ses états ». Depuis son âge d'or à la fin du XVIIe siècle, la piraterie a été figurée à travers une pluralité de représentations, si bien que l'histoire de sa réception à long terme se déploie en une étonnante constellation qui est derrière moi. Corsaires, flibustiers et pirates des XVIIe et XVIIIe siècles inspirent d'abord une vogue de romans maritimes et historiques dans la première moitié du XIXe siècle, avant de surgir dans les premiers romans et illustrations jeunesse des années 1880-1900. Dans la continuité de ces fictions pirates, le XXe siècle est marqué par une fièvre intermittente de films d'aventure hollywoodiens sur la piraterie. C'est aussi au XXe siècle et en ce début de XXIe siècle que s'épanouissent de nouvelles formes de piraterie en actes. Les évolutions technologiques et biogénétiques successives sont la cause principale d'apparitions soudaines et souvent momentanées d'organisations pirates. Parfois issus ou liés à ces groupements, des mouvements politiques contestataires se réclament également d'une appartenance au pavillon noir et à ses principes. Du reste, les années 1980 voient naître une critique universitaire et militante à travers des ouvrages historiques, essais, éditions et débats critiques sur l'âge d'or de la piraterie, avec une montée en flèche ces 10 dernières années. La diversité des lieux où est représentée la piraterie cible différentes catégories de récepteurs. Entre la culture universitaire et ou engagée, qui se passionne pour les pirates depuis quelques années, et la culture commerciale et industrielle, qui produit des pirates en série depuis le 19e siècle, en passant par les mouvements underground, plus près de l'action que des discours, bien des possibles lecteurs et des lectures contrastées. Au-delà de toutes les frontières qui éloignent ces univers culturels, et au-delà des figurations souvent opposées qui en résultent, quelques traits communs ressortent. La piraterie sert à illustrer l'agitation contestataire d'un individu, d'un groupe ou d'une organisation contre les formes de domination politique et économique. Elle paraît indissociable de la notion de commerce en tant que phénomène économique et figurément en tant que communication et intelligence qui existent entre les particuliers, les sociétés et les nations. Modèle d'opposition, la piraterie ne cesse d'interroger les modes de régulation du commerce économique, mais aussi social. Présent dans une pluralité de formes, le phénomène paraît particulièrement fécond pour analyser en contexte la présence d'une part de l'économie dans la fiction, mais aussi dans la critique, et mesurer d'autre part l'importance de la fiction comme moteur de réflexion critique et d'action politique. Ces quelques observations me serviront de point de départ pour orienter la courte traversée que je vous propose au sein des zones pirates les plus représentatives. Un effort de concision restreindra mon enquête à 2 moments où les représentations de la piraterie augmentent de manière significative. Au début du XIXe siècle, où le pirate s'inscrit dans la fiction à travers les romans maritimes, point de départ du modèle sériel, graphique et cinématographique, et en ce début de XXe siècle, où, pour la première fois, les études sur la piraterie fleurissent tout autant que les mouvements qui s'y identifient. Mais avant cela, il faut évidemment partir du lieu d'où les faisceaux convergent, le XVIIe siècle. Donc, je vais faire une petite entorse au programme qui est sur l'époque moderne et contemporaine, pour aller du côté de l'Ancien Régime quelques minutes. Le point de fuite de l'histoire et de l'imaginaire pirate, les aventuriers au XVIIe et XVIIIe siècle. Rares sont les récits de voyages et chroniques maritimes qui relatent la vie des aventuriers des mers au XVIIe siècle. Encore plus rares sont les textes qui vont inspirer à la fois les fictions de la piraterie des XIXe et XXe siècles, les mouvements contestataires, les sujets de recherche historique et critique de notre époque. 2 œuvres se démarquent nettement d'un ensemble très restreint.
L'histoire des aventuriers flibustiers d'Alexandre Olivier Exquemelin, qui connaît un succès européen dans les années 1600, et History of the Most Notorious Pirates de Daniel Defoe, caché sous les traits de Charles Johnson, paru une première fois en 1724 en Angleterre, avant d'être également traduit et publié dans les pays de l'Europe atlantique. Relatant deux moments clés de la piraterie maritime à cette période, ces deux œuvres oscillent entre la source historique, voire encyclopédique, et le témoignage, le souvenir, voire la fiction. Tous deux décrivent par ailleurs deux types de commerce économique et social, celui qui régit les rapports entre les aventuriers et les représentants des États souverains, et celui qui régule la vie des flibustiers entre eux dans les années 1170, puis des pirates dans les années 1710. Décrits par Exquemelin comme des hommes libres et indépendants, rassemblés en communauté, les flibustiers servent le commerce mercantiliste de la France et de l'Angleterre qui lutte contre l'impérialisme espagnol. Citation 1. En temps de paix, l'indépendance des flibustiers n'est plus justifiée et la plupart d'entre eux radicalisent leur position jusqu'à la rupture. Ils deviennent alors des pirates, hors la loi. Aussi sanguinaires et criminels soient-ils, les pirates sont les produits terrifiants de l'incapacité des États à assurer du travail aux plus démunis en temps de paix. C'est la citation 2. Oui, c'est ça. C'est ce que met en évidence la chronique de Defoe. L'auteur diffuse, explique et défend les lois anglaises contre la piraterie. Il reconnaît pourtant dans sa préface que le choix de cette vie si périlleuse et nuisible à la navigation commerciale est lié au manque de travail pour les marins abandonnés après la guerre. Cette situation, dit-il, engendre le mécontentement et fait aspirer ces gens au changement, quel qu'il soit. Exclu de la configuration décidée entre les grandes puissances au moment du traité d'Utrecht, le pirate représente la faille au sein de ce monde d'un coup apaisé parce que normé et territorialisé. Dans cette période d'expansion, l'épanouissement du commerce économique se fait au détriment de l'homme et du commerce entre les hommes, exprime Defoe. Entre l'indépendance satisfaite du flibustier d'Exquemelin et la révolte radicale du pirate de Defoe, de nombreuses possibilités sont déjà en place pour figurer la contestation contre les formes d'expansion et d'autorité des entités monopolistiques. L'un des autres aspects de la piraterie largement exploité dans les représentations depuis le XVIIe siècle concerne l'organisation du mode de vie des pirates et la manière dont ils entendent réguler leur propre commerce. Ce qui va devenir la chasse au trésor, motif fort des romans jeunesse, n'est pas un enjeu dans les textes du XVIIe siècle. Les flibustiers, comme les pirates, sont doués pour la chasse, mais ils rejettent toute forme de capitalisation, dépensent même à toute vitesse et ne cherchent pas la gloire symbolique liée au combat. Ils se considèrent même comme apatrides. C'est la citation 3. Ces hommes surdimensionnés ne possèdent et ne lèguent qu'eux-mêmes. Leur valeur est leur héritage. Les contrats de société que décrivent les deux auteurs reposent sur ce critère de la valeur de l'individu. Ainsi, la chasse-partie, qui permet de diviser le butin équitablement, tient compte de la responsabilité et de l'engagement de chacun. Citation 4. Celui qui découvre la prise qu'on fait à 100 écus. Pour la perte d'un œil, d'un orteil ou d'un doigt, 100 écus et un esclave, selon le choix de l'estropié, etc. Ces formes primitives d'autorégulation démocratique sont développées dans la chronique de Defoe, notamment à travers les chapitres qui décrivent la vie du capitaine Misson, fondateur de la République utopique de Libertalia. Cette république, dont certains interrogent encore aujourd'hui l'existence effective, se fonde sur un contrat social abolitionniste au sujet de l'esclavage et de la peine de mort, deux lois qui réduisent la liberté et l'égalité entre les hommes. Libertalia évolue progressivement vers ce qui nous apparaît, nous, comme une forme de démocratie participative, avec l'élaboration d'une constitution où chaque élu demeure 3 mois au pouvoir pour éviter la création de hiérarchie. Peu de temps après cette dernière étape, la République de Libertalia est mystérieusement détruite par les indigènes de l'île. Même si le rêve de liberté que représente la communauté de Libertalia se solde par un échec, au point que l'on pourrait considérer que Libertalia est en fait une dystopie, cette république demeure aujourd'hui un modèle utopique de référence. Pour un lecteur contemporain, l'aventure pirate des XVIIe et XVIIIe siècles met en scène la liberté, l'égalité et le droit des individus en regard des modes de régulation économique des puissances qui peuvent être étatiques ou non. Le protestant Exquemelin et l'ambigu Defoe, donc Defoe est presbytérien, c'est un acteur politique instable, un auteur à succès, un commerçant ruiné au moment du premier carrage de 1720. Donc, aux yeux de ces deux auteurs, ils paraissent dessiner dès l'origine l'une des lignes de force de l'imaginaire pirate, c'est-à-dire le potentiel créatif et philosophique de ce phénomène pour illustrer les défenses des libertés du peuple contre les normes et les privilèges. C'est cette lecture approfondie et conceptualisée qui domine aujourd'hui au sein des mouvements pirates. C'est aussi à partir de cet enjeu que la critique savante
et ou militante représente tantôt le pirate comme un héros du libéralisme au sens philosophique d'une part, économique d'autre part, comme un idéal libertaire aux tendances communistes ou anarchistes, voire même comme un parasite nécessaire à l'évolution du capitalisme. En leur temps, la fortune de ces œuvres semble pourtant moins liée à la force politique et philosophique que l'on trouve aujourd'hui dans ces textes qu'à la satisfaction des attentes variées du public. Ces deux œuvres à succès furent un point de rencontre entre un contenu historique et politique et l'histoire plaisante et en partie fictive de ces mystérieux aventuriers des mers. Ces textes fondateurs relevaient à la fois de la culture savante et de la culture populaire, ce que l'analyse de l'histoire éditoriale permettrait de montrer, tout comme ils oscillaient clairement entre la fiction et la vérité. Cette confusion constitutive, fondée sur le dialogue entre la connaissance et la croyance, a dessiné dès l'origine une zone grise. C'est là, je pense, que réside la puissance d'écho du phénomène et son potentiel analogique. Historiquement, s'ajoute le fait que la piraterie apparaît à une période de transformation du commerce des pays européens, qui s'accompagne de nouvelles distributions des pouvoirs au sein d'un monde pour une première fois globalisé. Reste maintenant à voir comment la piraterie en tant que figure de création et de pensée, liée au commerce en ses divers sens, a su s'adapter à cette notion en ses différents contextes pour faire croire en ses possibles. Le pirate en ses fictions, célébrité au fondement du commerce dans les romans maritimes. Au début du 19e siècle, une première vague de figuration de la piraterie se dessine dans les fictions romanesques d'Europe et d'Amérique. Un nombre significatif de jeunes auteurs entrent dans l'univers du roman maritime, alors en pleine expansion, par des histoires d'aventuriers des mers, moins inspirées des corsaires malouins de l'époque que de nos flibustiers et pirates du XVIIe siècle. Il nous est impossible de proposer ici une analyse détaillée tenant compte de toutes les distinctions dans les représentations de ces pirates fictionnels. Aussi me contenterai-je ici de commenter uniquement l'un des éléments qui ressort alors en Angleterre, en France et en Amérique. L'imaginaire de la piraterie se fonde sur la célébration de la figure même du capitaine, en tant que rebelle d'exception et contre-modèle positif du pouvoir. Au moment où l'Angleterre est marquée par la révolution industrielle, que la France de la Restauration est habitée par l'imaginaire révolutionnaire et que l'Amérique vient à peine de gagner son indépendance, les pirates représentent en effet des héros de la puissance symbolique qui s'opposent au pouvoir bien réel des États. Ainsi, lorsque Lord Byron fait paraître son roman poétique Le Corsaire en 1814, il illustre ses prises de position politique lors de la révolte ludique où il défend le peuple rebelle, donc c'est sa prise de position de 1812. Donc c'est la citation 5. La personnalité foudroyante de Conrad le Corsaire apparaît en effet comme un modèle d'autorité civile en parfaite opposition avec celui de l'État. Le chef des corsaires possède un charme qui lui permet de s'imposer sans la force, citation 6, et les trésors et les mines d'or ne représentent rien comparé à sa valeur, affirme Byron. Cet héros du bas est capable à lui seul de réguler le commerce sur les bases d'échanges dominées par l'affect et l'admiration. Le capitaine règne par les émotions qu'il suscite et sa personnalité mélancolique et puissante suffit à annuler l'écart entre les forts et les faibles. L'admiration gagne ainsi les esprits, suscite l'adhésion et le sentiment d'appartenance de l'équipage. Byron illustre par cette œuvre romantique aux accents libéraux l'importance de la fabrique de la personnalité au sein de la société civile. Argot, le pirate de Balzac, qui préfigure la mode des romans maritimes en France, illustre également cette opposition entre l'autorité étatique guidée par l'argent et le modèle du pirate, héros de la vie civile. Personnage principal d'Annette et le criminel de 1824, Argot, ancien brigand des mers, est décrit comme le plus riche des propriétaires terriens grâce à ses anciennes activités de pirate. Ce criminel, d'un point de vue de la justice, est pourtant justifié et célébré par le peuple en tant que symbole d'indépendance et de liberté. C'est la citation 7. Même s'il sera finalement condamné pour ses actes de piraterie, il finira sur l'échafaud, Argot meurt en bienfaiteur pour avoir partagé ses richesses avec le peuple. Dans ce roman, la générosité du héros vient à la fois justifier sa fortune matérielle et son indépendance politique. Que ce soit dans le roman de Byron ou dans celui de Balzac, le pouvoir, dans ce cas-ci étatique, est mis en opposition avec l'autorité civile du pirate. Dans Le Corsaire rouge de James Fenimore Cooper, le pirate devient clairement un modèle de désobéissance capable d'inspirer l'émancipation de l'Amérique. Traité comme l'un des héros fondateurs, le pirate de Cooper représente le justicier des faibles, citation 8, et suscite l'admiration fascinée de Wilder, le jeune officier qui deviendra le premier gouverneur de Newport. Et au port de cette ville mythique dans l'histoire de l'indépendance, à l'endroit même où se dressait le pavillon noir du corsaire au début du roman, un pavillon de couleurs diverses et portant une constellation d'étoiles nouvelles et brillantes flottait désormais seul à son pic, dira Cooper.
Loin d'être une image plaquée d'un contexte, la fiction historique de Cooper témoigne du pouvoir et peut-être même de la nécessité de l'invention dans l'écriture de l'histoire. La figure du pirate apparaît ici comme l'un des connecteurs entre la fiction et la réalité historique. Il rappelle à ce titre les récits d'Exquemelin et de Defoe. Dans ses premières fictions pirates, ce n'est pas parce qu'il chasse des trésors qu'il s'oppose en cela aux normes que le pirate est célébré. C'est parce qu'il sait gagner le cœur du peuple, c'est parce qu'il est populaire. Ce que semblent nous dire par ailleurs ses premiers romans, c'est que la figure du pirate est paradoxalement en retrait de l'économique et que toute sa valeur repose sur la communication, l'affect et les échanges entre les hommes. À travers la célébration du pirate comme héros populaire, ces auteurs semblent en effet soustraire de l'autorité économique et réelle, l'autorité symbolique et abstraite de l'individu en société, qui est peut-être une mise en abîme de l'autorité du discours littéraire lui-même. Il est en effet difficile de mesurer jusqu'à quel point ces auteurs fantasmaient leur propre posture au sein de ce monde, ou celle de leur activité d'écriture, ou proposaient véritablement un modèle politique à travers des héros civils. La vérité est sans doute entre les textes et ces contextes, de proche en loin. Cette union entre la fiction et la célébration de contre-modèles politiques et économiques, que l'on trouve dans les premiers romans maritimes, va être rapidement mise à distance, notamment en France, par les successeurs de Balzac. Par exemple, Eugène Sue, cynique, peint des pirates sanguinaires dont l'admiration repose sur la crainte et dont l'appétit de l'argent et du trésor apparaît comme une caricature de la bêtise humaine tout au plus. Avec Jules Lecomte, la figure du pirate est explicitement coupée de son potentiel idéologique et de sa force réflexive dans l'actualité. Comme il l'exprime dans sa préface de L'île de la Tortue, la fiction ne véhicule pas d'idées, elle n'est qu'une fantaisie propre à susciter la distraction. Citation 9. Figure au potentiel créatif, le pirate de Lecomte est d'ailleurs plus explicitement situé au XVIIe siècle et n'est plus qu'un ornement historique de la fiction. Ce que l'auteur appelle lui-même un roman damasquiné d'histoire. Cette rupture est fondamentale car c'est à partir d'elle que lentement le pirate dans les fictions populaires se retire du monde des discours de position et entre avec force dans l'univers de la culture industrielle et commerciale. C'est là que le pirate devient l'un des héros du capitalisme et de sa course effrénée au trésor. Lui, comme le créateur qui tire profit de cette entreprise. Une fois passée la première vague des romans maritimes, il semble que la piraterie mise en fiction décrit moins un phénomène de révolte et d'opposition qu'une fable initiatique où des héros marginaux, à la fois terrifiants et sympathiques, présentent l'image troublante d'une figure certes encore désobéissante, mais surtout gouvernée par une soif de richesse primitive. Figée en la galerie de portraits des personnages d'aventuriers, cette figuration divertissante du pirate domine à travers le cinéma et la littérature populaire, dont le potentiel économique subordonne largement la puissance créatrice et réflexive du phénomène. Bien qu'essentiel pour comprendre la complexité du champ lié à l'imaginaire pirate, ce pan de l'histoire de la figuration est exclu des lectures critiques actuelles sur la piraterie et des modèles d'action qui foisonnent aujourd'hui. Ce contraste est le premier signe de l'efficacité et de l'adaptabilité de la figure en différents contextes. Ce qui m'amène à ma troisième et à ma dernière partie qui sera brève et conclusive. La piraterie d'actes critiques en actes réflexifs, retour de fiction. Notre époque, et plus encore notre immédiate actualité, est extrêmement sensible au phénomène de la piraterie des XVIIe et XVIIIe siècles. Divers mouvements pirates surgissent au sein de territoires encore en pleine expansion. Je pense notamment à l'espace Internet, où des cyberanarchistes croisent des hackers, défenseurs des droits et libertés d'accès des internautes. Je laisse volontairement de côté la question des biopirates ou des trolls. Donc voilà. Les actions, les réseaux, croisements et ramifications sont nombreux et le phénomène est difficile à identifier dans son ensemble. Il ressort néanmoins que l'imaginaire de la piraterie maritime travaille une partie des codes et des modes de régulation de ces organisations. Au-delà du fait que l'iconographie et les termes identifient sans ambiguïté la filiation, l'égalité, la liberté et le droit des individus est au cœur de ces organisations contestataires. Citation 10. Les groupes revendiquent en outre une identité internationale et les modes de communication qu'ils privilégient insistent sur l'appartenance au collectif. Partage des données à plusieurs, proposition et application collective de réforme de la propriété intellectuelle et actions communes de contestation politique. En ces nouveaux espaces d'échange se rejoue l'opposition fondamentale entre les modes de régulation monopolistique et la geste pirate en tant que modèle de contestation. Or, la marchandise qui est aujourd'hui menacée par les monopoles concerne en grande partie le savoir et les informations dont l'accès et la libre circulation est revendiqué. De ce point de vue, les organisations pirates posent de front la question de l'économie immatérielle. Et ils apportent une réponse à travers le choix même de passer par une figuration qui lie depuis l'origine les savoirs, les croyances et l'adhésion.
Une hypothèse de lecture se précise lorsque l'on compare et analyse ces organisations pirates d'actualité avec les lectures critiques sur la piraterie maritime de la fin du XVIIe siècle. L'inventaire des lectures critiques sur la piraterie permet de voir des regroupements et de comprendre le tout en une nouvelle constellation. D'abord, l'on observe l'apparition. Je vais passer, donc ça, je n'ai pas eu le temps d'en parler. Voilà. D'abord, l'on observe l'apparition de masses critiques cohérentes et en dialogue. Ainsi, la critique militante ouvre la voie à la fin des années 80 et la critique américaine domine légèrement. Les historiens Marcus Rediker et le terroriste poétique, c'est lui qui se nomme comme ça, hein, Hakim Bey, sont les modèles d'influence de cette première vague. Historien de l'Atlantique et de la culture du bas, lecteur post-marxiste et activiste, Rediker décrit les marins et les pirates au XVIIe et au XVIIIe siècle comme les héros des classes sociales opprimées et en fait des modèles d'inspiration et d'engagement. Aussi longtemps qu'il faudra résister aux puissants et à l'oppression, nous devrons nous souvenir d'eux, affirme-t-il en conclusion de Pirates de tous les pays. Sous la plume de Rediker, l'histoire ne fiche pas ni ne fixe. Elle doit circuler et être accessible parce qu'elle relève de la mémoire collective et invite à l'action. Quant au fameux Taz d'Hakim Bey, il développe une théorie de l'insurrection politique et poétique et du réseau d'action temporaire à partir d'une lecture libre et inspirée de l'utopie pirate de Defoe. Rapportant la figuration de la piraterie à la notion d'île, il en fait le modèle de système politique décentralisé parce que fondé sur une nouvelle économie de l'information, celle des réseaux, zones autonomes temporaires. Publiée une première fois en 1991, la fiction politique d'Hakim Bey va influencer les manifestes et discours des réseaux et partis pirates qui paraissent aujourd'hui réaliser une partie de l'utopie du Taz. Les lectures critiques qui vont succéder à la première vague militante exposent deux types de réactions. La première revient à l'histoire et aux sources de la piraterie et clame un désengagement. L'archéologue Jean-Pierre Moreau et l'historien François Moureau sont des exemples de ce type de lecture. La seconde est une réaction inverse. La figuration de la piraterie devient un modèle d'action directe et de fait, le livre accompagne ou explique les actions sur site. Florent Latrive défend le Creative Commons et participe à cette diffusion en France, alors que Foussillon est un défenseur des espaces d'édition libre et indépendants. Quant à la dernière vague, elle est de pleine actualité. Tous les livres sont parus en 2009 et en 2010, dont le dernier, Organisation pirate, est paru en novembre. Domine dans ses lectures la rencontre disciplinaire autour de la piraterie. Dans ces textes, la figuration sert de mise en image des préoccupations du monde actuel, économique et juridique, qui est réfléchie par le détour de l'histoire. La figure du pirate joue bien le rôle de connecteur et de figure de pensée. Quant à l'organisation pirate, tombée du ciel sur mon bureau au moment où je tournais en rond avec mes intuitions et mes métaphores, elle m'apparaît comme la clé de lecture en notre actualité de cette histoire longue de figuration. Les deux philosophes, spécialistes des stratégies de management des entreprises, exploitent avec intelligence et calcul l'énorme potentiel créatif et réflexif du phénomène et témoignent de la place qu'occupe la piraterie à l'heure actuelle dans le champ des recherches en sciences humaines et sociales. D'abord, ils se servent eux-mêmes de la figure comme modèle de positionnement. D'une part, ils se désignent comme des organisationnologues, refusant ainsi de se définir à travers une forme de critique normée et régulée. Aussi cherchent-ils, d'autre part, à exemplifier le fonctionnement même de la figuration dans le cadre de la pratique critique en tant qu'activité. Le dispositif de l'œuvre se présente comme la rencontre d'un projet scientifique, donc le livre, et, dans la rencontre d'un projet scientifique et d'un projet culturel, une pièce de musique publiée sous Creative Commons qui doit interpréter la notion d'évolution et qui est évidemment remixable et rediffusable à l'infini. Pour avoir accès à la pièce, il faut acheter le livre, bien compris. Logiquement, les frais de production musicale doivent être remboursés par les droits d'auteur que générera la vente du livre. Il est peut-être inutile de commenter l'enjeu important qui se joue ici et qui ressort de ce foisonnement d'études et de mouvements et que le livre Organisation pirate pousse à l'un de ses points d'aboutissement. On assiste depuis une dizaine d'années à un véritable éclatement de figuration de la piraterie et à une mise en action de plus en plus originale de ses possibles en notre contexte, jusqu'à une récupération de son potentiel au sein même de la critique. Même s'il nous manque le recul nécessaire pour comprendre le sens de cette atomisation, replacer la piraterie dans son histoire longue suscite des questionnements sur nos propres positionnements, ce qui est lié au colloque. Est-il encore possible et souhaitable aujourd'hui de cloisonner ou de territorialiser les disciplines alors que les sujets circulent de fait et sont appelés à circuler de plus en plus librement d'une science de l'interprétation à l'autre, de réflexion aux nécessités de l'action, du monde universitaire au monde de la culture et des arts, et que dans les rencontres se joue ou se rêve ce qui est peut-être le propre de la critique de notre temps,
dans ce contexte encore vague, en tout cas pour moi, de l'économie immatérielle, d'être réflexive, d'être un lieu d'autorité sans pouvoir normé, un espace de communication sans territoire défini, là où se mêlent et se superposent les temps et les disciplines, le savoir mais aussi le divertissement, comme la connaissance et la croyance. Peut-être est-il temps, peut-être est-il urgent que la critique assume sa force réflexive d'interprétation, qu'elle célèbre le désenclavement et la transmission créative pour une plus grande ouverture et une plus grande accessibilité, afin que le monde académique se pose aussi en acteur vivant au sein de cette nouvelle économie et fasse entendre sa voix au milieu de cette communication et de cette intelligence qui existe peut-être entre les hommes. Merci.